Mais si vous me parlez d'économie wallonne, ça évoque chez moi le dynamisme, l'esprit d'entreprise, etc. Une grande évolution sur quelques années. L'économie wallonne pourrait être un peu plus haute si nous n'étions pas envahis de taxes, etc. Ça semble un peu le déclin. Quoique, je crois qu'au fond, il y a quand même de sérieuses bonnes choses derrière. Et il y a quand même des affaires saines. Très mauvaise situation, donc il y a moyen d'améliorer. Et on espère évidemment, nous en tant que jeunes, que ça ira beaucoup mieux que ce qu'on a eu ces dernières années. Il y a pas mal de choses qui se font pour que l'économie wallonne remonte la pente, quoi. Quels sont les mots-clés quand on parle économie, selon vous ? Bien-être, respect des travailleurs, Argent. Chômage. Politique d'emploi, éviter d'avoir beaucoup de chômage. Mondialisation. La compétitivité par rapport aux autres pays. Tous ces mots utilisés quotidiennement à la radio, à la télévision ou même dans la rue sont issus du grand dictionnaire de l'économie. L'économie wallonne, elle est complexe et dynamique. Pour en parler, essayer de la comprendre, nous devons choisir des clés. Ainsi, nous évoquerons 3 questions importantes. La question de la croissance, de l'emploi et des finances publiques. Pour chacun de ces thèmes, nous tenterons de poser un diagnostic précis. Ensuite, nous débattrons des pistes de politique économique que ces diagnostics suggèrent. Pour Guy de Caril-en-Faux, l'équipe de Clés pour la Wallonie a sélectionné 3 économistes. Michel Mignolet, Robert Deschamps et Jean-Charles Jacquemin. Un point les réunit, le centre de recherche sur l'économie wallonne. Aujourd'hui, nous ouvrirons notre dictionnaire aux mots croissance et emploi. Dans une seconde partie, nous aborderons les finances publiques. Pour aborder la croissance, disons de manière simplifiée la richesse produite en Wallonie, procédons par comparaison. Michel Mignolet, une première observation que vous faites, ce sont les différences de rythme de développement entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Oui, c'est exact. On peut mettre en évidence le fait que les 3 économies régionales évoluent à des rythmes différents. Et pour cela, on utilise un indicateur, le PIB par habitant. Le PIB, le produit intérieur brut par habitant, est un indicateur qui mesure le volume d'activité économique à l'intérieur d'une région, qu'il s'agisse d'une activité marchande ou non marchande. Pour faciliter des comparaisons dans le temps, cet indicateur est mesuré en monnaie constante. 1 franc reste donc 1 franc. Et pour permettre des comparaisons entre des régions de tailles différentes, cet indicateur est rapporté au nombre d'habitants. C'est ainsi que l'on parle du produit intérieur brut par habitant. En posant la moyenne belge à 100 en 1996, le produit intérieur brut par habitant bruxellois s'élève à 154. En Flandre, il s'élève à 103 et en Wallonie, il s'élève à 79. La performance de la Wallonie atteint à peine la moitié de celle de Bruxelles et elle est de 24 points inférieure à celle de la Flandre. Par comparaison, en 1994, l'agglomération de Francfort-sur-le-Main enregistrait un score de 340, tandis que l'archipel des Açores enregistrait un score de 42. En 1955, aussi loin que peuvent remonter des statistiques régionales et au prix de quelques approximations dues à des changements frontaliers ainsi que dans les techniques statistiques, on peut estimer les indicateurs à 182 pour Bruxelles, 86 pour la Flandre et 96 pour la Wallonie. Ainsi, ce graphique permet de visualiser les évolutions des PIB par habitant de 1957 à 1996, respectivement pour Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Rappelons-le, chaque année, l'indice vaut 100 pour le royaume tout entier. Sur l'ensemble de la période, le PIB par habitant bruxellois domine celui des 2 autres régions. L'indicateur enregistre toutefois une légère tendance à la baisse dans le temps. De moitié inférieure à celle de Bruxelles, la performance wallonne enregistre une évolution semblable.
Au départ le plus faible, le PIB par habitant en Flandre enregistre des progrès sur toute la période. Il rattrape l'indicateur wallon en 1965 et la moyenne nationale au début des années 80. Mais ce mode de présentation sous forme d'indice, Belgique égale 100, gomme la croissance qu'enregistre l'indicateur dans chaque région sur la période observée. Ce tableau, par contre, nous montre que de 1955 à 1996, le PIB par habitant a en réalité progressé l'an de 2,6% à Bruxelles, 3,2% en Flandre et 2,3% en Wallonie. Comment expliquez-vous ces différences de performance? 1,2, 1,3% de différence entre deux régions, ça n'a pas l'air beaucoup. C'est vrai qu'en apparence, c'est peu de choses, mais ce sont en fait des différences qui se cumulent d'année en année. Et donc, au terme de 40 années, puisque c'est bien l'horizon que nous considérons ici dans les chiffres qui vous sont proposés, ça correspond évidemment à des différences considérables. Alors comment expliquez-vous cette différence, cette disparité entre les régions? Il faut comprendre que le PIB par habitant est en fait la résultante de deux effets. Un effet d'activité tout d'abord, qui est mesuré par le PIB, et un effet démographie qui est mesuré par le nombre d'habitants de cette région. Et dès lors, en fait, ces deux effets interagissent, bien entendu. On peut aisément décomposer les deux termes, volume d'activité et effet démographique. Ainsi, à Bruxelles, l'effet total de 2,6% s'explique par un gain annuel d'activité de quelque 2,5% et par une diminution de la population résidente de 0,1% l'an. Autrement dit, si le volume d'activité augmente et que la population diminue, l'effet total augmente. Ainsi, les performances en Flandre et en Wallonie, respectivement 3,2 et 2,3%, trouvent leur origine dans un progrès simultané de l'activité, respectivement 3,8% et 2,6%, et de la démographie, respectivement 0,5 et 0,3%. Donc, si on ne considère que l'effet volume d'activité, le diagnostic change. À présent, la région intrinsèquement la moins performante est la région bruxelloise. Les performances des régions en termes de volume d'activité peuvent encore être approfondies en distinguant deux périodes. Ainsi, on retiendra que l'économie wallonne a été particulièrement sous-performante par rapport à la moyenne nationale de 1955 à 1968 et que sa production n'augmentait annuellement que de 2,5% pour 3,7% pour le Royaume. Après 1968, jusqu'en 1996, la performance de l'économie wallonne se rapproche de la moyenne nationale, 2,7% pour 3%. Comment expliquez-vous la différence entre les rythmes de croissance entre les trois régions du pays? A priori, il y a deux explications qui viennent à l'esprit. Première explication, les différences de croissance seraient attribuables à des effets de structure. Deuxième explication, ils seraient attribuables à des effets de dynamisme. Alors je m'explique. Première explication, les disparités de croissance résulteraient de portefeuilles d'activités différents selon les régions. La région performante en réalité disposerait d'un ensemble de secteurs d'activité qui seraient mieux orientés, c'est-à-dire orientés davantage vers la croissance. Inversement, la région en retard de développement serait caractérisée par des activités économiques qui sont plutôt en déclin. Ça, c'est la première explication. Alors, la différence de dynamisme. Différence de dynamisme, en fait, celle-ci serait attribuable à deux facteurs possibles, soit au fait qu'il y ait insuffisamment d'entrepreneuriat local, soit, deuxième hypothèse, que la région wallonne soit insuffisamment attractive pour des investissements étrangers. Est-ce que le PIB, produit intérieur brut par habitant, est un bon indicateur? C'est un indicateur tout à fait ambigu en réalité, parce qu'il rapporte, je le rappelle, le volume d'activité à l'intérieur du territoire d'une région et le nombre d'habitants de cette région. Or, il faut savoir qu'un Wallon peut avoir une activité productive à l'intérieur de la Wallonie, mais également en dehors de la Wallonie.
C'est ainsi par exemple que les nafteurs qui quittent régulièrement la Wallonie pour Bruxelles participent à la production à Bruxelles et donc ne relèvent pas du produit intérieur brut wallon. C'est la raison pour laquelle aussi le PIB par habitant bruxellois apparaît à un niveau aussi élevé de 154 dans les indices que l'on a présentés tout à l'heure. Donc il faut prendre un autre indicateur. Il faut un autre indicateur et idéalement il faudrait prendre le PNB par habitant. Le PNB, le produit national brut, que l'on imaginerait comme le produit régional brut, mesurerait la contribution productive des Wallons, quel que soit le lieu de production. Il intègre notamment la production qu'ils réalisent sur les sites bruxellois, flamands ou à l'étranger. Et donc, il intègre les revenus du travail et du capital perçus à l'extérieur. Cet indicateur n'est pas immédiatement disponible. On est donc amené à tenir compte de deux autres indicateurs. Le revenu primaire des ménages et le revenu disponible des ménages. Le revenu primaire est le revenu du travail et du capital avant toute fiscalité et parafiscalité. Le revenu disponible, c'est le revenu effectivement détenu par l'agent économique après impôts et transferts de sécurité sociale. C'est donc son pouvoir d'achat, ce qu'il est susceptible de dépenser. Une étude récente réalisée au sein du Centre de recherche sur l'économie wallonne pour le compte de la région wallonne compare le PIB par habitant en Wallonie à ces deux nouveaux indicateurs, revenu primaire et revenu disponible des ménages. Elle révèle que pour une moyenne belge posée à 100 en 1980, le PIB par habitant wallon se situait à 85. Les revenus primaires des ménages s'élevaient à 92 et le revenu disponible à 95. En 1995, les valeurs correspondantes étaient respectivement de 79, 89 et 93. Remarquez qu'en 1995, l'écart entre le PIB par habitant d'une valeur de 79 par rapport à l'indice 100 ne se retrouve pas au niveau des revenus primaires et des revenus disponibles. Explication. En ce qui concerne les revenus primaires, les Wallons perçoivent des revenus du travail et du capital en provenance de Bruxelles, de Flandre ou de l'étranger. L'écart est encore moindre au niveau des revenus disponibles en raison des transferts, notamment de sécurité sociale. En conclusion, on peut pasticher une formule ministérielle de la fin des années 70. Cette formule s'adressait aux ménages belges, nous la transposons aux ménages wallons. La Wallonie est en crise, mais les Wallons ne le savent pas. Pour le bien-être de ses citoyens, par exemple. Au niveau industrie... Second mot issu de notre dictionnaire pour un second diagnostic, l'emploi. L'emploi est souvent évoqué de pair avec le chômage. Robert Deschamps prend le relais et nous apporte une première précision. Le chômage, ce sont les personnes qui souhaiteraient travailler et qui ne trouvent pas de travail, donc involontairement. L'emploi, c'est le nombre de personnes qui, elles, ont un travail. Et ce qui compte dans un pays ou dans une région, c'est la différence entre les deux chiffres. Oui, évidemment. Et ce qui est important, c'est que l'emploi augmente, ce qui a comme conséquence, étant donné le niveau de la population active, que le chômage diminue. Mais la vision positive, c'est la création d'emplois. En Wallonie, nous avons un taux de chômage plus élevé qu'en Flandre. Ce taux de chômage a d'ailleurs augmenté au cours des dernières années. Si nous prenons 3 années de référence, une première année avant la crise, en 1973, une seconde 11 ans plus tard, en 1984, et une troisième, encore 11 ans plus tard, en 1995, on constate que, en 1973, le chômage est bas partout, même s'il est un peu plus élevé en Wallonie. Pendant la première phase, jusqu'en 1984, le chômage augmente dans toutes les régions. Cependant, de 1984 à 1995, le chômage diminue en Flandre et continue à augmenter en Wallonie et à Bruxelles. Voilà donc la situation régionale. Mais on peut également relever des différences par sexe et par province. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé pour les femmes que pour les hommes et c'est particulièrement marqué dans certaines provinces. Exemple,
Le cas le plus dramatique, c'est le Hainaut, où le taux de chômage des femmes est de l'ordre de 37% en 1995. On observe aussi d'autres disparités. En effet, les travailleurs qualifiés ont un taux de chômage relativement bas en Belgique par rapport aux autres pays industrialisés. Mais les travailleurs moins qualifiés, qui ont un niveau de formation moindre, ont un taux de chômage particulièrement élevé. Donc, le taux de chômage chez nous est plus inégal en fonction des qualifications. Si à présent nous observons l'évolution de l'emploi par région au cours des dernières années, nous obtenons un diagnostic fort semblable à celui que nous venons de réaliser pour le chômage. Même si, rappelons-le, emploi et chômage sont deux réalités différentes. Ainsi, pendant la première période, de 1973 à 1984, on constate qu'en Wallonie, l'emploi a diminué de façon importante et que de 1984 à 1995, on retrouve le niveau de 1973. En Flandre, la situation est bien différente puisque l'emploi augmente de façon importante durant cette période. Si nous prenons le Hainaut et l'arrondissement de Liège, d'une part, on constate qu'en une vingtaine d'années, entre 73 et 95-96, l'emploi a diminué de 14%. Tandis que si on prend le reste de la Wallonie, à savoir le Brabant wallon, Namur, Luxembourg et toute la province de Liège, sauf l'arrondissement de Liège, l'emploi a augmenté de 25% sur la même période. Donc il y a une très forte différence dans deux parties de la Wallonie. Par secteur d'activité, on observe des évolutions très différentes. Sur ces mêmes périodes, dans chaque région, nous avons perdu beaucoup d'emplois dans l'industrie. Dans le secteur marchand, c'est-à-dire par exemple les commerces, les banques, les assurances, l'emploi augmentait partout, mais beaucoup plus en Flandre qu'en Wallonie. Quant au troisième secteur d'activité, le secteur non marchand, c'est-à-dire les administrations, les ASBL, l'enseignement, là, l'emploi a augmenté partout. Ainsi, la situation est fort différente selon le secteur d'activité concerné et selon les régions. En Wallonie, il existe un emploi très important dans le secteur non marchand. Il représente le tiers de l'emploi total wallon, tandis qu'en Flandre, l'emploi non marchand ne représente que 21% de l'emploi total. Enfin, la Wallonie n'est pas une île détachée du reste du monde. Il y a des enjeux plus globaux. Pour bien les comprendre et ensuite proposer des pistes d'action, il faut envisager trois facteurs importants. La mondialisation, le changement technologique et la désindustrialisation. Le premier facteur, la mondialisation, vous pouvez vous en rendre compte par vous-même. Taïwan, je pense. On peut retrouver l'information Taïwan sur votre vélo? Oui, juste devant... Vous pouvez le montrer? Oui, ici, donc. C'est la consonance peut-être américaine, mais c'est japonais. Fabriqué en Espagne. C'était fabriqué en Chine. Australie. Alors, votre cravate? Eh bien, ma cravate, je ne sais pas non plus, c'est ma femme qui m'offre mes cravates. C'est des tuiles, hein? C'est une Swatch, donc c'est suisse. Ce sont des pralines belges, artisanales. Est-ce qu'on a une idée du volume des échanges internationaux de notre pays qui sont exposés à ces nouveaux pays? Mais on peut le faire pour l'Europe, parce que ça revient à peu près au même. Au cours des 30 dernières années, le développement des échanges internationaux pour la Belgique et pour les pays de l'Union européenne s'est surtout fait entre eux. C'est un phénomène intra-européen. Et les échanges des pays de l'Union européenne avec des pays non européens a relativement peu augmenté en 30 ans. Il y a 30 ans, les échanges extérieurs des pays européens avec les pays non européens, ça représentait à peu près 8% du produit intérieur brut. Maintenant, ça représente à peu près 9%. Donc en termes relatifs, ce n'est pas ça l'élément clé. L'élément clé est intra-européen. Il sera dès lors important pour la Wallonie, intégrée dans l'Europe, de ne pas avoir des coûts de production plus élevés que ses voisins européens, mais également de disposer de technologies de même qualité qu'eux. Le deuxième facteur important est la désindustrialisation, ou, pour dire les choses simplement, on remplace les ouvriers par des machines. C'est
la réduction progressive de l'emploi ouvrier traditionnel dans beaucoup d'industries manufacturières, où des emplois d'ouvriers sont remplacés par des machines, des robots par exemple. Et c'est un phénomène qui ne se limite pas aux pays industrialisés. Servis par des techniciens hautement qualifiés, ces robots. Et ces emplois diminuent et sont remplacés par un plus petit nombre d'emplois, mais par des travailleurs plus qualifiés, comme vous le dites effectivement. Enfin, le troisième facteur a pour nom le changement technologique. Ah oui, le changement technologique s'accélère. Bon, on parle de Microsoft, Internet, etc. Ces changements technologiques font que trouveront des emplois les personnes qui sont les plus aptes à s'ajuster, à travailler sur des nouveaux équipements. Ça veut dire que les trois phénomènes que vous avez cités, mondialisation, désindustrialisation, changement technologique, concourent à mettre de côté les gens les moins qualifiés. Ces trois évolutions, ce qu'on constate, c'est qu'elles se font effectivement au détriment des travailleurs les moins qualifiés. Mondialisation, ce sont les travailleurs les moins qualifiés qui seront le plus en concurrence avec des travailleurs de pays à main-d'œuvre bon marché. Désindustrialisation, ce sont les emplois ouvriers traditionnels moins spécialisés, disons. Et le changement technologique, c'est aussi au détriment des travailleurs les moins qualifiés. Voilà bien des sources d'inquiétude pour la Wallonie. Mais ce sont également des facteurs qui, après analyse, pourraient être source d'opportunités. Car si les auteurs nous proposent des clés pour un diagnostic, ils souhaitent aussi ouvrir des pistes d'action. Alors voyons tout d'abord où l'on peut agir. C'est à différents niveaux institutionnels que se situent des opportunités. Le niveau européen, le niveau belge, fédéral, et le niveau régional, la Wallonie. L'Europe. C'est à ce niveau que l'on pourrait pratiquement initier une politique de relance économique. Livre blanc, construction de grandes infrastructures, rénovation urbaine et autres. Pour rappel, entre 1987 et 1991, période de reprise économique, plus de 10 millions d'emplois ont été créés en Europe. Second niveau, la Belgique. Négociations salariales, pactes sociaux, financement de la sécurité sociale sont de compétences fédérales. Enfin, sur le plan régional, trois facteurs importants existent et sont favorables à la croissance et à l'emploi. L'investissement des entreprises, la recherche et recherche-développement, ainsi que le capital humain, la formation des femmes et des hommes. Autant de clés sur lesquelles nous reviendrons pour débattre des pistes de politique économique. Nous refermons donc ici, très provisoirement, notre dictionnaire de l'économie. Mais, dans la seconde émission consacrée à l'économie wallonne, nous le consulterons à nouveau pour évoquer nos finances publiques. Et donc, après avoir posé le diagnostic de la croissance, de l'emploi et des finances publiques, nous céderons la place aux pistes d'action de politique économique.